Bonjour, je continue avec vous ici pour ces précisions qui me semblent intéressantes, voire importantes. Peut-être que certaines et certains découvriront quelque chose d'important pour elles et pour eux. Cette série de vidéos donc sur ce que n'est pas la relation flamme jumelle, en définissant justement et en prenant quelques critères de ce que sont. Alors ici on va traiter l'obsession sentimentale. Les deux précédentes vidéos nous avions vu donc la passion amoureuse dévorante et qui ne mène nulle part non plus, qui est très différente de la relation flamme jumelle, comme je vous l'ai décrit auparavant. Et puis encore l'autre vidéo d'avant sur le coup de foudre. Et nous verrons encore les relations karmiques d'épuration après celle-ci, après cette vidéo, l'amour platonique et encore deux, trois autres relations possibles à ne pas confondre avec la relation flamme jumelle. Alors, si pour moi la précision est importante, c'est qu'elle aide à gagner du temps et non pas à stagner, à rester dans une situation de vie qui n'est pas la meilleure pour nous, même si toute expérience nous permet d'apprendre certaines choses. Ce que l'on traverse, bien sûr, a sa raison d'être et va nous permettre d'aller chercher, si tant est que l'on s'aperçoit de la nature exacte, avec précision, donc encore une fois, de l'expérience que l'on est en train de traverser, que nous nous sommes créés. Donc ici, nous allons aborder les quelques critères qui caractérisent ce qu'est une obsession sentimentale. Est-ce que la relation flamme jumelle serait une obsession sentimentale? Certaines et certains de l'extérieur l'ont caractérisé ainsi. Pour ma part, bien sûr, la réponse est non. C'est différent et nous allons voir pourquoi. Tout d'abord en voyant ce qu'est l'obsession sentimentale et deuxièmement, en même temps, en comparant avec ce qu'est la relation flamme jumelle qui est différent encore une fois. Alors, qu'est-ce que l'obsession sentimentale? On parle aussi d'obsession amoureuse pour l'autre expression. C'est n'avoir de pensée d'amour et de désir amoureux que pour une seule personne, une unique personne avec laquelle nous ne sommes pas ou plus en relation. Il y a pu y avoir donc un début de relation et puis elle s'est arrêtée rapidement ou après quelque temps. Et bien souvent, l'obsession sentimentale prend place avec un désir de cette autre personne avec qui nous n'avons pas forcément eu de relation. Elle n'est pas là. Cette personne à côté de vous, il n'y a pas possibilité donc d'aller lui parler, d'aller faire le point et on continue quand même à focaliser dessus, à l'avoir en pensée en permanence, en pensée obsessionnelle donc, et ça s'accompagne là aussi d'une souffrance affective et psychologique qui se situe, disent les psychanalystes, entre ennui et désir pour l'obsession sentimentale. Alors je précise que je prends effectivement certains concepts et certaines définitions de la psychanalyse et de la psychologie. Non pas que je prenne tout pour argent comptant, mais il me semble qu'il y a quand même des bonnes choses. Tout n'est pas à rejeter, même si je suis entièrement d'accord sur le fait que la psychanalyse et à minima la psychologie ne peuvent pas théoriser, expliquer tout ce qui est non rationnel, irrationnel d'un autre domaine, voire des domaines parapsychologiques et paranormaux. Bien sûr, la psychanalyse et psychologie sont bien démunies et dans le domaine de la relation flamme jumelle, de cette expérience assez peu ordinaire, évidemment, il y a aussi beaucoup de phénomènes non rationnels qui ne pourront donc pas, je suis bien d'accord, être expliqués par la psychanalyse et la psychologie. Mais pour ces définitions de phénomènes d'expérience humaine plus connus, que sont l'obsession sentimentale, la passion amoureuse, l'amour platonique, il me semble quand même que pour base, pour raisonner, et après on infirme ou on confirme, il peut être bon de se référer à quelques notions et concepts et voire même à certains moments définitions de la psychanalyse et de la psychologie comme base de réflexion, comme base pour aller plus avant, mais on n'est pas obligé de tout prendre pour argent comptant et de tout garder. Bien sûr, c'est dans cette optique-là et cet état d'esprit-là que je m'intéresse à ce que dit la psychanalyse et la psychologie pour le préciser
parenthèse. Donc, l'obsession sentimentale, pour y revenir, s'accompagne donc d'une souffrance affective et psychologique assez intense et qui s'intensifie d'ailleurs malheureusement avec le temps si on ne sort pas de cette obsession et prendrait place donc entre ennui et désir, c'est-à-dire que ce sont souvent dans des vies où il ne se passe rien, où l'on stagne dans sa vie, où il y a ennui, qu'une obsession sentimentale peut prendre place et avec le fort désir d'un autre avec lequel on n'est pas ou plus en relation. Un désir à un niveau physique d'ailleurs, le corps de l'autre comme adulé, idéalisé aussi à un niveau d'esthétique corporelle est devenu objet de désir inaccessible en l'occurrence dans ce cas de l'obsession sentimentale. On ne peut pas se défaire de ces pensées obsessionnelles quand on est dans ce processus d'obsession sentimentale, à moins d'en prendre conscience, bien sûr, et de décider d'en sortir au bout d'un certain temps, bien sûr, puisque ça dure un certain temps, cette obsession sentimentale, un temps plus ou moins long. C'est donc une conduite, une expérience que l'on a. Alors, on peut être soit en couple, soit célibataire, bien sûr, mais que l'on a dans une vie où il ne se passe rien de trépidant et où on a besoin justement qu'il se passe quelque chose de trépidant. Et ce serait, selon la psychanalyse, toujours une façon de trouver une certaine solution à cette vie dans laquelle il ne se passe rien de trépidant, pour le redire. C'est donc un mouvement quelque part salvateur et non pas une maladie. Ça n'est pas décrit comme une maladie, l'obsession sentimentale, sauf dans les cas les plus extrêmes peut-être, mais un indice qu'on a besoin de bouger, besoin de mouvement, besoin qu'il se passe quelque chose, et c'est quelque part plutôt bon signe dans le sens où il y a un sursaut de vie pour sortir de cet ennui. Alors, ça peut survenir si on est déjà en dépression, là aussi, ça peut intervenir sur le lit d'une dépression, cette obsession sentimentale où on va focaliser sur un autre ou une autre dans l'obsession amoureuse sans qu'il y ait de relation, ou s'il y a eu un début de relation ou une rencontre, des rendez-vous, projection d'une relation qui finalement n'a pas eu lieu et on tombe dans ce processus d'obsession sentimentale. Ou s'il n'y a pas de dépression, si ça n'arrive pas sur un lit de dépression déjà existant, ça peut, là, souvent, très souvent d'ailleurs, créer une dépression et ça n'est dans les deux cas pas bon. Si la dépression existe déjà, il y a de fortes chances qu'elle s'aggrave à cause de cette obsession sentimentale. Et si on allait à peu près bien, mais dans une vie d'ennui ou un objet de désir qui est arrivé là et sur lequel on focalise, alors la genèse d'une dépression naissante ou qui va s'aggraver, ça n'est pas bon non plus. Obsession sentimentale, donc les personnes qui vivent cette expérience sont souvent dans l'ennui, mais manifestent aussi une grande sensibilité, nous disent toujours les psychanalystes et psychologues, et sont donc troisièmement dans ce désir intense qui signalerait, je le mets au conditionnel, c'est ce que disent les psychanalystes, ça ne serait pas étonnant quand même, qui signalerait donc une certaine frustration sexuelle, même une intense frustration sexuelle, qui est la forme la plus basique de l'obsession amoureuse, où, pour le redire, le corps de l'autre est adulé, idéalisé, désiré et vu comme un véritable objet de désir, encore une fois, reprécisons, inaccessible en l'occurrence, puisqu'il n'y a pas ou plus de relation avec la personne. Alors c'est à la fois un amour impossible, un amour à sens unique, puisque n'émanant cette obsession sentimentale que de la part de la personne qui éprouve
ses pensées focalisées sur l'autre, à sens unique, une grande frustration amoureuse qui devient d'ailleurs à la longue insupportable, avec souvent frustration sexuelle plus ou moins importante, et là où ça devient de plus en plus mauvais pour la personne, pour son équilibre psychologique et affectif, c'est que l'estime et la confiance en soi déclinent de plus en plus. Plus on reste dans ce processus, ce phénomène d'obsession sentimentale, cette expérience qui ne nourrit pas finalement, l'estime et la confiance en soi continuent de décliner. Bien sûr, s'il y a de nouveau un contact avec l'autre et qu'il y a rejet, qu'il y a de nouveau aveu de ses sentiments ou pour la première fois aveu des sentiments, ce rejet fait très très mal et il est très difficile pour la personne aussi de se relever, de s'en remettre. Donc c'est encore un mauvais coup supplémentaire qui encore là aussi vient abaisser l'estime et la confiance en soi, et ça en rajoute. De là, on se retrouve dans une expérience de vie qui bloque notre vie et non pas qui la fait avancer. Je le mets tout de suite en parallèle, donc c'est une grande différence avec la relation flamme jumelle, même si on porte l'autre en soi, ce qui pour moi n'est pas du domaine de l'obsession sentimentale, on le reprécisera, c'est du domaine énergétique et non pas du domaine psychologique de la psyché, de la pensée obsessionnelle qui, elle, est l'apanage de l'obsession sentimentale. Dans la relation flamme jumelle, on porte l'autre en soi et on ne peut le comprendre que sous des aspects et des explications énergétiques. Ce que ne peut pas faire la psychanalyse et ne peut pas faire non plus la psychologie. Effectivement, là, elles sont bien limitées dans le domaine flamme jumelle. Elles ne peuvent pas théoriser, expliquer ou aider sur ce qui se passe entre deux corps, dans ces phénomènes subtils, dans la relation d'âme, connexion très forte de ces deux individus l'un à l'autre à un niveau énergétique. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très nouveau qui n'a jamais pu être expliqué et qui ne le pourra pas par les concepts, les définitions et les théorisations déjà existantes de la psychanalyse et de la psychologie. Tout naturellement, on le comprend bien aussi. Donc la vie avance et c'est un vrai moteur dans cet amour que l'on ressent pour l'autre dans la relation flamme jumelle. Pour l'obsession sentimentale, c'est vraiment l'inverse. Et plus on continue à s'obstiner dans cette obsession sentimentale, et ça n'est pas volontaire, hein. Là aussi, il y a besoin d'aide. On ne peut pas s'en empêcher. On n'arrive pas à arrêter cette relation obsessionnelle en pensée au niveau des sentiments, au niveau des désirs, au niveau d'une focalisation dans un amour impossible que l'autre ne veut pas. Il n'y a pas de réponse. L'autre ne se manifeste pas, ni en présence, ni en message. L'autre a peut-être déjà signalé que ça n'était pas une histoire possible. Cet autre n'en veut pas, a pu être très clair ou pas. Ce qui fait que l'on serait encline à entretenir cette obsession sentimentale s'il n'y a pas eu ce message clair en face. Mais même s'il y a eu un message clair en face, parfois l'obsession sentimentale continue de prendre place et de bloquer notre vie littéralement. La vie est bloquée pour moi, perte d'estime et de confiance en soi, un rejet qui fait très mal, une grande frustration amoureuse, voire aussi une grande frustration sexuelle, donc au niveau énergétique, ça ne nourrit vraiment pas du tout. Et l'obsession sentimentale donc peut être consécutive à une rupture. Elle peut avoir des airs, la rupture, quand il y a eu un tant soit peu une relation avec sa flamme jumelle, avec son autre, son double d'âme, quand il y a eu rupture, on peut avoir eu une sorte de passage qui pourrait ressembler à l'obsession sentimentale, mais quand on a compris et que l'on sait ce que on est en train de transformer grâce à cette relation, si c'est bien une relation flamme jumelle, l'obsession sentimentale ne perdure pas et ne dure pas longtemps quand il y a eu séparation après plus ou moins de relations, plus ou moins physiques, charnelles et amoureuses avec son autre, sa flamme jumelle. Voilà aussi la différence.
Donc, s'il n'y a aucun signe de l'autre, pas de présence physique, même sans message clair de non, je ne veux pas cette relation, s'il n'y a pas de contact, s'il n'y a pas de nouveaux signes, s'il n'y a pas de ressenti énergétique, de connexion énergétique à distance, et ça c'est très particulier à la relation flamme jumelle, un peu ou beaucoup, alors pour moi, il est temps peut-être de se poser la question de savoir si l'on n'est pas dans ce genre d'expérience, d'obsession amoureuse, d'obsession sentimentale. C'est une question qu'il est bon de se poser. C'est vrai que l'extérieur, très rapidement, avec une vue très étriquée, très restreinte, voudrait assez facilement caractériser les personnes qui sont dans une relation flamme jumelle réellement de phénomènes d'obsession sentimentale. Mais c'est peut-être aussi finalement le cas de certaines et certains qui pensent être dans une relation flamme jumelle et qui pourraient comprendre avec le temps que finalement c'est de l'obsession sentimentale et que l'autre n'est pas dans cette même connexion d'âme tout simplement. Dans la relation flamme jumelle, pour le redire, on avance, on est toujours poussé vers l'avant, il y a transformation, on démarre une vie nouvelle dans des énergies nouvelles et l'on devient une nouvelle personne. On se transforme au niveau de l'ego, au niveau de sa personnalité, au niveau de sa façon d'être, on fait de nouveaux choix de vie ou en tout cas, la vie que l'on avait jusqu'à maintenant, matérielle, financière, professionnelle, prend de nouveaux aspects bien plus intéressants. Tout se dénoue, tout devient fluide, au long du temps bien sûr, pas forcément en un claquement de doigts. Et à mesure et avec la même intensité en correspondance que les transformations que l'on opère sur soi-même. Bien sûr, ça fonctionne en résonance de pair. Vous vous transformez vous-même de l'intérieur, votre vie extérieure se transforme. Ça, c'est bien ce qui décrit les processus et les phénomènes qui prennent place dans la relation flamme jumelle. Ça n'existe pas dans l'obsession sentimentale, obsession amoureuse. Si ça ne vous a donc pas mis sur un parcours de transformation personnel, un parcours spirituel de découverte de soi, de libération de qui je suis vraiment, pour le dire comme ça, voire même d'illumination, je veux bien le dire comme ça aussi, pour moi le mot est correct et n'est pas trop fort, de reconnexion à votre partie divine, en vous, dans ce sens-là, reconnexion à votre âme, d'où reconnexion à la source, alors vous pourriez peut-être vous retrouver plus dans cette expérience d'obsession sentimentale plutôt que d'être sur un processus de transformation au plus haut point de votre être dans un parcours de flamme jumelle qui est vraiment un chemin de transformation totale au plus profond de votre être. Alors l'obsession sentimentale, comment on en guérit quand on arrive enfin peut-être à se rendre compte que c'est bien ça quand on regarde les choses en face. Première chose, disent aussi les psychanalystes et les thérapeutes, décider d'abandonner. C'est bien sûr le premier pas. Deuxième chose, se trouver un nouveau projet dans lequel s'investir, auquel consacrer son énergie pour qu'il se passe aussi là de nouveau quelque chose dans sa vie. Bien sûr, s'intéresser à d'autres personnes et si l'on est célibataire, à plusieurs autres personnes. Si l'on est en couple, moi je dirais que c'est peut-être le temps de faire une thérapie de couple et de voir si ce couple peut reprendre et que l'amour peut reprendre place puisqu'il y avait ennui a priori, ou si c'est le temps peut-être d'arrêter ce couple et de se séparer. Donc thérapie de couple, ça peut être intéressant aussi si l'on est en couple et qu'on était tombé dans cette obsession sentimentale pour un autre. Il est aussi conseillé de faire du sport, beaucoup de sport d'ailleurs. Alors tout simplement, là, c'est parce que, vous le savez, le sport libère des endorphines, cette hormone du plaisir, ces hormones du plaisir sans dépendance. Mais on peut être amené à avoir envie de faire et de refaire du sport pour la libération de ces endorphines, ces hormones du plaisir qui nous mettent dans un état de bien-être. Il est donc conseillé de partir aussi dans des activités, une ou plusieurs activités sportives, ce qui occupera aussi l'esprit en même temps et mettra le corps
dans un meilleur bien-être, ce qui sera en ricochet, en résonance, là aussi, bon pour l'esprit, bien sûr. Et puis reprendre contact avec amis et famille ou des activités à reprendre aussi avec ses enfants si l'on avait cessé cela aussi, parce que l'obsession sentimentale où l'on est seul de son côté à focaliser sur une personne dans un amour impossible, finalement là aussi on est dans la pente descendante et on oublie sa vie extérieure. C'est aussi un point commun avec la passion amoureuse, mais la passion amoureuse, elle se vit, elle est dévorante, elle dévore les deux partenaires, les deux amoureux, mais toute la vie extérieure est mise de côté aussi dans les deux cas. Voilà une similitude entre ces deux expériences qui par contre ronge l'être plutôt que de lui permettre de s'épanouir. Et puis encore, pour amener cette guérison et se sortir de l'obsession sentimentale, surtout mettre en place des actions, des activités et des projets qui vous permettent de vous dépasser, qui vous permettent d'aller au-delà de vous-même et de sortir de cet état de léthargie affective, léthargie sentimentale, des activités et des projets d'ailleurs qui permettraient d'affronter ces peurs. Et aussi donc des actions où on penserait que c'est impossible à réaliser, des projets impossibles à réaliser ou qui seraient voués à l'échec, finalement se lancer des défis et des challenges pour qu'il se passe quelque chose là aussi qui permette de sortir de l'ennui. Et puis le redire encore, si on n'y arrive pas seul déjà avec ces étapes-là, ces conseils-là, bien sûr une thérapie, même si on est célibataire, donc hors thérapie de couple si on est en couple, une thérapie, se faire accompagner en thérapie si nécessaire et si on n'a pas réussi à en sortir seul, bien sûr. D'autres encore, pour aller plus loin, disent qu'en travaillant sur le subconscient et donc sur les causes inconscientes d'une telle obsession, au niveau des profondeurs de notre être, aller rechercher ces causes peut aider, peut être une véritable thérapie, tout en accueillant le message que signale cette obsession sentimentale, en l'interprétant, en voyant ce à quoi ça nous ramène à un niveau personnel, avec un besoin de retour à soi, à la connaissance de soi, à reprendre soin de soi, bien sûr. Ça signale encore une fois ce genre d'expérience qu'il y a besoin d'aller voir en soi ce qui se passe parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus équilibré, qui ne va plus, et un retour à soi nous permettra donc de retrouver l'amour de soi pour retrouver la confiance en soi et ensuite l'estime de soi. Voilà ce que je peux vous dire aussi aujourd'hui en quelques détails, c'est pas trop mal quand même puisque c'est assez simple à considérer l'obsession sentimentale. Faut-il encore bien vouloir en prendre les éléments avec un peu plus de précision, pouvoir comparer aussi ici à la relation flamme jumelle avec les éléments que nous avons et nous voyons point par point les différences qui s'annoncent. Alors je sais que de donner autant de précision enlèverait peut-être certaines fausses croyances à certaines et certains, et surtout empêcherait peut-être le fait que nous soyons un peu pris en sandwich entre la psychologie qui ne peut pas théoriser effectivement ce qui n'est pas rationnel et qui a trait à la relation flamme jumelle, et les tirages de cartes qui ont bien sûr pas forcément volontairement, pas forcément de manière sournoise, mais ont tout intérêt à ce que les personnes ne sachent pas trop par elles-mêmes pour pouvoir accompagner le plus de personnes possible qui sont dans l'expectative, ne sachant pas ce qu'elles vivent vraiment, ne comprenant pas ce qu'elles vivent vraiment, alors que dès qu'on donne des précisions, des définitions, vous avez moyen beaucoup plus facilement de faire le tri déjà par vous-même plutôt que de faire appel à quelqu'un d'extérieur. Donc certes, mon souci de précision ici ne servira pas tout le monde, mais moi je me dois de le faire pour que vous ne soyez pas dans de fausses croyances par rapport à la relation flamme jumelle. C'est aussi pour moi une démarche de sincérité et d'authenticité, voilà, par rapport à vous, et puis tout simplement de respect et d'éthique, de ne pas être en train de laisser des situations de dépression amoureuse, de fausses croyances être utilisées de manière commerciale alors que vous avez les moyens
mais peut-être pas la présence d'esprit. Faut-il encore que quelqu'un vous remette peut-être les définitions et les précisions, comme je le fais là, au goût du jour, en avant. Vous avez les moyens de trouver par vous-même si vous faites fausse route ou pas, et vous avez les moyens toujours de savoir par vous-même, en retournant à l'intérieur, hein, dans quel type de relation vous êtes. Ça peut demander un effort, prendre un peu de temps, mais vous avez les moyens d'y arriver par vous-même principalement. Par contre, après, si vous êtes dans telle ou telle complication de relation, quelle qu'elle soit, bien sûr, une aide extérieure peut être appelée à ce moment-là. Voilà pour cette description et ces détails sur ce qu'est l'obsession sentimentale et les différences qui sont notoires avec la relation flamme jumelle. Je vous retrouve pour la suite dans les vidéos suivantes de nouveau.